Histoire partagée, le podcast qui attise ta curiosité. Bonjour, bienvenue dans cet épisode qui va concerner le chapitre 4 de notre programme. Donc celui-ci tenait sur l'échec républicain face au césarisme bonapartiste. Grand A, 1848 ou la peur du peuple. Alors justement, on était au changement de régime entre la monarchie de Juillet et cette seconde république naissante. Eh bien, c'est des journées un petit peu chaotiques entre le 24 et le 25 février, puisque le 25 février 1848, on proclame la République à l'hôtel de ville de Paris. Il y a la formation d'un gouvernement provisoire dans la foulée, qui approuve, eh bien justement, c'est la pression populaire qui va approuver ou non les noms proposés par Lamartine. Le président de cette assemblée est Dupont de l'Eure, doyen du gouvernement. Les postes ministériels sont proposés surtout par le journal Le National, par exemple Lamartine, ministre des Affaires étrangères, Crémieux, ministre de la Justice, Ledru-Rollin, ministre de l'Intérieur, Arago, ministre de la Marine, Marie, ministre des Travaux publics, et enfin Garnier-Pageste, ministre des Finances. Les républicains socialistes sont proposés par le journal La Réforme et n'ont aucun portefeuille ministériel durant cette période. Louis Blanc, Flocon, Marin et Martin, qui est le seul membre du monde ouvrier, ne prennent aucun portefeuille ministériel. C'est une prise de décision collégiale pour ce gouvernement. Et enfin, il y a une première ambiguïté qui est soulevée, c'est que ces hommes ne définissent pas la République. C'est ce qui va permettre à la droite de jouer sur les peurs d'une nouvelle insurrection et surtout sur la peur des rouges, d'un soulèvement populaire. Paris fait encore une fois basculer le destin du pays, et cette révolution est médiatisée grâce au télégraphe de Chappe dans tous les départements français. Les canuts à Lyon se révoltent, brisent leurs machines et saccagent les couvents, et puis aussi les ouvriers agricoles de l'Hérault saccagent les vignes, ainsi que leurs outils de travail. Donc, un sentiment de peur et d'insécurité va naître à travers tous les départements français qui vont vouloir un retour à l'ordre qui soit garanti par une sécurité publique absolue. Donc, ce premier gouvernement va mettre en place plusieurs mesures symboliques par décret. Le drapeau tricolore est maintenu, la peine de mort en matière politique est abolie, liberté-égalité devient la devise de la République, le suffrage universel masculin est mise en place le 5 mars 1848. Donc il faut être âgé de 21 ans et avoir plus de 6 mois de résidence sur le même lieu, sur la même commune pour pouvoir voter. La liberté de la presse et d'expression est rétablie. Et enfin, l'esclavage est aboli le 27 avril 1848 par Victor Schœlcher. L'épuration dans l'administration se poursuit, puisque les républicains veulent éviter encore une défaite, donc ils vont républicaniser, l'État. C'est ce qui va être le maître mot de Ledru-Rollin, qui révoque les préfets et les sous-préfets, qui sont remplacés par 110 commissaires des gouvernements ou commissaires de la République. Alors, juste pour être un petit peu en avance, on va voir que cette expression de commissaire de la République va être réutilisée par le général de Gaulle au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour rétablir l'ordre au sein du pays. Le projet d'Hippolyte Carnot est ce projet de réforme de rente gratuit l'école jusqu'à 14 ans ne pourra aboutir, et ça fait partie des nombreuses réformes qui ne vont jamais aboutir au sein de ce gouvernement. La bourse est fermée du 22 février au 7 mars, donc ce qui va engendrer un krach à la réouverture. Alors un krach économique, c'est quand il y a beaucoup de spéculation et que les titres soit s'envolent ou bien sûr baissent, ce qui n'est jamais bon et ce qui entraîne bien sûr une faillite aussi des entreprises puisque les banques ne vont plus prêter pour financer les entreprises. Faillite des banques, dette à peu près de 960 millions de francs à l'époque, donc le gouvernement va devoir augmenter l'impôt. Donc ça va être le fameux impôt de 45 centimes qui va connaître une impopularité incroyable au sein du monde rural. Et justement, pour contrebalancer cet impôt, Louis Blanc va garantir le droit au travail avec la création des ateliers nationaux qui vont pouvoir embaucher les ouvriers qui sont au chômage depuis plusieurs années, depuis la crise de 1846. Cependant, les ateliers nationaux ont un coût pour le gouvernement de 170 000 francs par jour, donc ce qui pèse beaucoup dans les finances publiques. Le gouvernement, bien sûr, va justement être sous la pression populaire, sous la pression d'une crise économique, et il faut savoir que les membres de ce gouvernement sont un petit peu inexpérimentés, puisqu'ils n'ont jamais eu entre les mains le pouvoir. C'est ce que résume Proudhon, penseur anarchiste. Les républicains avaient la foi de la République, ils n'en avaient pas la science. Donc ça, il l'écrit dans Le Peuple en 1849. Donc à partir de 3-4 mois après cette révolution de février 1848, il y a un espèce de désenchantement
malgré le fait que la première séance de la Constituante se tient le 4 mai 1848. Le 10 mai 1848, un nouveau gouvernement provisoire est appelé, donc il s'appelle la Commission exécutive. Elle est constituée des hommes suivants, Lamartine, Ledru-Rollin, Arago, Marie et Garnier-Pagès, qui sont des républicains. Le 15 mai 1848, 150 000 personnes à la Bastille manifestent justement avec les socialistes afin justement de faire pression sur ce nouveau gouvernement pour avoir enfin une république sociale. L'Assemblée est envahie et la répression est féroce de la part du gouvernement républicain. Le 21 mai, les républicains veulent organiser une fête de la Concorde, un petit peu à l'image de 1790 et 1791, et c'est un fiasco, très peu de monde assiste à cette fête. Un mois plus tard, les ateliers nationaux ferment, puisque le coût pour l'État est beaucoup trop grand, et on pense que c'est un repère d'idées socialistes, donc, ce qui était un danger pour le gouvernement à l'époque, pour le gouvernement républicain. Le 23 juin, suite à la fermeture de ces ateliers nationaux, nous allons avoir en fait une insurrection entre les ouvriers et la garde nationale. La garde nationale va tirer dessus par l'entremise du général Cavaignac, qui est le ministre de la guerre, qui va prendre les pleins pouvoirs pour une durée limitée. Il reprend Paris le 25 et le 26 juin 1848. Plus de 4000 morts sont à dénombrer ainsi que 15 000 arrestations, ce qui fait une des journées les plus sanglantes pour la cité parisienne. C'est une reprise en main du Parti de l'Ordre. On va avoir une diminution des libertés, que ce soit à travers la fermeture de certains clubs politiques. On va demander un passeport pour les ouvriers pour se déplacer, afin de contrôler leurs pas, leurs déplacements, pour savoir où ils vont. Et puis, on va organiser le 17 et 18 septembre 1848 des élections partielles. Et à ces élections partielles, on voit bien qu'il y a une reprise en main du Parti de l'Ordre puisque ce sont des royalistes qui l'emportent. Les hommes de février 1848 ont pris le chemin de l'exil ou de la prison. Preuve de l'échec total d'une fameuse république sociale qui ne va jamais voir le jour. Cavaignac remet ses pouvoirs exceptionnels le 28 juin. Il est nommé président du Conseil, on va dire pour bonne figure et d'avoir restauré l'ordre. Et justement, on va avoir plusieurs problématiques puisque justement, on va essayer de désigner enfin, pendant cette période, on va désigner enfin le président de la République, puisque la Constitution institue de l'élire pour la première fois. Donc 6 candidats vont se porter à la présidentielle de 1848. Il va y avoir plusieurs candidats républicains. Le fameux général Cavaignac qui va réunir 1,5 million de voix, Raspail et Ledru-Rollin qui sont des républicains avancés, Lamartine qui va recueillir seulement 17 000 voix, Changarnier qui représente le parti monarchiste, et enfin Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc justement, ce Bonaparte a un destin un petit peu alambiqué, puisqu'il va essayer de tenter 2 coups d'État en 1834 et en 1836. Et justement, il va obtenir une petite renommée mal vue, on va dire, puisqu'il est surnommé Badinguet, puisqu'il s'était évadé du fort de Ham la dernière fois, donc Ham qui se situe dans la Somme. Justement, il va emprunter les habits d'un ouvrier avec qui il sympathise, et justement, cet ouvrier va même perdre justement un petit peu sa raison plusieurs années plus tard, puisqu'il va être ce fameux Badinguet, ce monsieur Badinguet, va mettre le feu à sa maison. Et donc justement, il joue aussi de sa notoriété, puisque les cendres de Napoléon sont revenues en 1840 pour normalement servir le régime de Louis-Philippe afin d'assurer la concorde entre tous les Français. Et là, il réussit le pari de mettre sur son nom 5,5 millions de voix, soit 75% des votes, et un vote massif des campagnes puisqu'ils se sont rattachés à la figure de Napoléon et de l'ordre. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte a écrit en partie son programme politique, puisque celui-ci l'a écrit durant à chaque fois ses moments d'emprisonnement. Donc il y a un ouvrage L'extinction du paupérisme, écrit dans les années 1840, qui parle de la question sociale et comment la résoudre. Vous avez aussi, il va garder un petit peu secret sa manière aussi de gouverner, puisqu'il se dit profondément normalement au début républicain. On verra qu'il tentera par tous les moyens de changer la constitution de la Deuxième République pour être élu une deuxième fois.
Donc, Louis-Napoléon Bonaparte entre en fonction au Palais de l'Élysée. C'est le premier président à entrer au Palais de l'Élysée le 20 décembre 1848. Et enfin, on va voir qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a plus beaucoup de républicains au sein du gouvernement, puisqu'il ne reste que Bixiou au commerce. Et Napoléon, en mai 1849, va mettre la pression sur cette assemblée en appelant l'armée, ce qui va autodissoudre l'Assemblée et voir une victoire du Parti de l'Ordre, qui obtient 65% des 750 sièges dans l'élection qui suit. 450 blancs, donc, qui sont pour la restauration monarchique, donc vote favorable plutôt dans l'ouest de la France. Les bleus, les républicains modérés qui ont 100 députés. Et enfin les rouges, la montagne ou les démocrates socialistes, c'est leur nom à l'époque, qui sont 200 députés, dont Victor Hugo. Donc ça c'est très important, puisqu'à l'époque on commence à avoir une politisation par le bas, c'est-à-dire qu'on édite des calendriers, on édite des journaux, on édite aussi des chansons qui passent par une culture populaire et qui permet à des camps en présence politique de faire valoir un petit peu de la propagande et de permettre justement du vote de cette masse ouvrière ou de cette masse rurale en faveur d'un candidat d'un des deux camps, voire des trois camps. Enfin, eh bien, un coup d'État va venir clore, on va dire, un petit peu, malheureusement, cette période de la Seconde République, qui est assez éphémère au regard du 19e siècle français, qui est important, quand même dans notre manière d'aborder les institutions et dans notre pratique démocratique, puisque c'est là que les Français vont se politiser. Alors, on peut constater quand même qu'il y a une bipolarisation croissante de la vie politique à l'époque, deux camps, entre la droite et la gauche. Il va y avoir aussi une constitution qui va être assez remarquable, puisqu'elle est promulguée le 21 novembre 1848. Elle a un préambule, 116 articles sur le modèle de la constitution de 1791. Qui prend pour influence le modèle américain, puisque Alexis de Tocqueville, qui est un petit peu le papa de la sociologie française, a justement assisté aux commissions de travail sur cette constitution. Et enfin, comme le note Jules Grévy à l'époque, qui va devenir bientôt le futur président de la Troisième République, il dénonce déjà les potentielles dérives vers un pouvoir personnel de ce fameux président. Il note « Le président de la République a tous les pouvoirs de la royauté. Il a tous les moyens d'action, toutes les forces actives qu'avait le dernier roi. Mais ce que n'avait pas le roi, c'est qu'il sera l'élu du suffrage universel. C'est qu'il aura la force immense que donnent des millions de voix. » Donc il l'écrit dans le Moniteur universel du 7 octobre 1848. Donc cette république va agoniser progressivement à partir de 1849, puisque l'Assemblée est maintenant à majorité, on va dire, soit monarchiste, ou bien même avec des républicains modérés. Donc il y a très peu de bonapartistes à l'époque. Le courant bonapartiste n'est pas encore vraiment organisé, puisque Louis-Napoléon n'a pas encore de fils pour se désigner un successeur, et il n'a pas encore construit un parti autour de sa personne. Eh bien, la loi Fallou du 15 mars 1850 permet la liberté totale de l'enseignement secondaire. Les congrégations ouvrent leur propre collège. Donc là, c'est un petit peu une revanche de l'Église sur la pensée, on va dire, anticléricale des républicains qui ont pris le pouvoir en février 1848. En juin 1849, les clubs sont interdits. Le 27 juillet 1849, on restreint la liberté de la presse. Donc justement, Victor Hugo va en dénoncer cette limitation de la liberté de la presse. La loi du 31 mai 1850, le suffrage universel est restreint. Il faut vivre dans la même commune depuis 3 ans ou dans le même canton ou payer un impôt pour pouvoir être élu. Donc ce qui va restreindre le corps électoral de 5,5 millions de personnes, presque plus de 5 millions de personnes, à 3 millions d'électeurs. Justement, 3 millions d'électeurs sont rayés des listes électorales, ce qui était assez important. Enfin, l'intervention de l'État dans la question sociale s'ancre à partir de ce gouvernement, et puis on devra attendre après presque les lois, on va dire les accords de Matignon de 1936 pour que l'État prenne un rôle social. La loi du 10 janvier 1849 organise l'assistance publique de Paris, donc ce que vous connaissez actuellement avec les hôpitaux parisiens, c'est la fameuse APHP, Assistance publique des hôpitaux parisiens. La Caisse nationale des retraites est mise en place, donc ça c'est très important, puisque c'est un tout début
de prise en charge des moments de retraite de la part du pouvoir. Et enfin, Napoléon va progressivement rallier les Français à sa cause puisqu'il organise des voyages. Donc il y aura 14 voyages en province durant cette période pour justement réviser cette constitution puisque l'article 111 le permet. Et les députés vont rejeter cette révision le 19 juillet 1851. Donc Louis-Napoléon Bonaparte va mettre en place un coup d'État. Alors, avec quel personnage est-il entouré pour réaliser ce coup d'État ? Il est entouré du maréchal Saint-Arnaud, le duc de Morny, qui est son demi-frère, le duc de Persigny et Émile de Maupas. Donc justement, il décide d'utiliser la fameuse date du 2 décembre, qui correspond au sac de Napoléon en 1804, et de la victoire d'Austerlitz en 1805. Cette opération est nommée Rubicon. C'est la fameuse opération justement du nom du fleuve italien qu'a franchi Jules César pour s'emparer du pouvoir. Et on placarde dans tout Paris l'annonce du coup d'État. L'Assemblée est dissoute, instauration de l'état de siège, et enfin on rétablit le suffrage universel comme en 1848, afin de faire justement passer ce que souhaitait Louis-Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire une révision de la Constitution et de pouvoir se représenter. Alors, c'est un coup d'État qui aurait pu aussi mal se passer puisque l'opposition va se rebeller. Alors, les principaux députés sont arrêtés et emprisonnés, mais il va y avoir quand même des soulèvements dans des quartiers de l'Est parisien, qui est plutôt ouvrier, va se soulever. Il y a des barricades le 3 et 4 décembre dans les faubourgs de Saint-Antoine. Une sanglante fusillade est engagée le 4 décembre, 300 morts. Et le 5 décembre, les cadavres sont exposés aux Parisiens, pour leur montrer un petit peu de ce dont Louis-Napoléon est capable, un petit peu en termes de répression pour faire peur. Le 10 décembre, dans les provinces, on est au courant de cette journée du 5 décembre, et justement, il va y avoir des révoltes dans plusieurs départements. Le Var, les Balzapes, la Drôme, l'Ardèche et le Gers. 32 départements sont en état de siège jusqu'au 27 mars 1852, donc preuve que Louis-Napoléon n'avait pas toutes les mains un petit peu sur la réussite de son coup d'État. Et enfin, les personnes qui sont jugées le sont jugées à huis clos, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas assister au jugement, et justement cela empêche toute possibilité de contester le jugement. Donc au soir du 5 décembre 1851, nous assistons en fait à un changement de régime qui sera progressif à partir de l'année 1852, puisque par plébiscite, les Français vont ratifier une nouvelle constitution, et c'est celle du Second Empire que nous verrons au prochain semestre. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous recommande de vous abonner à ma page, donc justement Histoire partagée, et je vous dis à une prochaine pour un prochain podcast pédagogique sur un cours ou une notion en histoire contemporaine. Je vous remercie. Histoire partagée, le podcast qui attise ta curiosité.